Ceci est un livre audio autogénéré par Google. J'ai amassé toutes ces poussières du ciel. En pensant à mon épouse Jacqueline, mes enfants Caroline, Vincent, Sandrine, mes petits-enfants, Marie-Andrine, Camille, Laurine, Baptiste, Ludivine. Je les remercie tous pour les moments merveilleux qu'ils ont su me donner. Pour rédiger ce carnet, Lucien a voulu prendre du recul et c'est pour cela qu'il a souhaité que Paul-Henri prenne la plume. Ainsi les poussières du ciel de l'un comme de l'autre ne seront qu'un seul mélange aux arômes d'une même famille. Les poussières du ciel. Dans le carnet de vie d'un pilote de chasse. Prologue. Cet ouvrage n'est qu'une passerelle entre le monde que j'ai connu et celui que vous devez vivre. Sachez que vous serez toujours dépendant de ceux qui construisent votre avenir. Avenir de votre environnement, avenir de votre futur propre, de vos sensations au quotidien sur les lendemains et sur les générations qui vous succéderont. Talleyrand, pour ne citer que lui, nous adresse cette mise en garde: si les hommes savaient par quels petits hommes ils sont dirigés, ils ne tarderaient pas à se révolter. Le passé et le présent ne sont que les racines de notre avenir. Aussi j'ai conscience de ma responsabilité dans ce que vous devez vivre, car par lâcheté je n'ai peut-être pas réagi, quand et où il fallait le faire. J'ai écrit ce livre à l'usage premier mais non exclusif de tous mes descendants à venir, jusqu'à la 1e génération. Ainsi je n'oublierai personne. Il me faut donc user d'un langage simple, laconique et non alambiqué, afin que chacun puisse le lire dès son plus jeune âge. Lorsqu'il saura déchiffrer et comprendre le premier millier de mots appris, avec l'aide de ses parents bien entendu. Je l'ai écrit en français. Mais je réalise que je suis bien présomptueux de croire que dans quelques générations plus ou moins lointaines, les habitants de ce territoire hexagonal s'exprimeront et comprendront encore le français. Peut-être ne parleront-ils alors que l'anglais, l'arabe ou le chinois. Conséquence de quelques invasions ou dominations. Certes, il restera dans ce que fut la France, des régions de patois avec le breton, le basque, l'occitan, l'alsacien et bien d'autres dans quelques coins reculés et escarpés. Certains groupes auront gardé un langage qui se rapprocherait de ce que fut le français, saupoudré d'arabe, de chinois et peut-être même de swahili. Il n'y aura plus de territoire d'outre-mer ou d'ailleurs, comme il n'y aura plus d'îles rattachées à ce pays. Toutes ces îles dites paradisiaques ou de beauté seront dans leur coin à la même dérive que notre hexagone. Ce que j'espère du fond du cœur, c'est qu'au fil de ces transformations linguistiques, cet ouvrage aura la chance d'être traduit dans la langue moderne du moment. Ainsi il pourra traverser le temps du souvenir, afin que ceux qui dans le lointain me succéderont puissent accéder à notre mémoire. Chacun alors, sans pouvoir y faire quelque chose, réalisera l'esprit de Talleyrand et subira l'énorme gâchis laissé au fil du temps par des hommes incompétents qui croyaient pouvoir nous gouverner. Nous sommes un vieux peuple façonné par tant de moments douloureux et malheureux de notre histoire. Mais nous les avons toujours surmontés, parce que nos racines étaient profondément ancrées dans cette terre que nous chérissons. Terre sur laquelle a coulé tant de sang, de larmes et de sueur qu'elle en exhale l'odeur de notre race. Celle de la pugnacité devant l'adversité, celle du courage devant le sacrifice, celle de la volonté devant l'effort quel qu'il soit. Mais voilà que depuis quelques décennies, une horde a déferlé sur tout cela avec une idéologie venant d'ailleurs. Alors se sont installés le laxisme, le moindre effort, l'assistanat. Notre rayonnement s'est tari, la volonté est devenue molle, inexistante. La construction d'un monde de misère, de malheur était en route. Nous aurons encore des pleurs, des larmes, de la souffrance, mais au bout il n'y aura peut-être plus l'espoir d'un monde meilleur. Nous n'y rencontrerons que l'esclavage, nous aurons cessé d'exister. Aujourd'hui, si ma plume est triste et empreinte de pessimisme, je garde tout de même au fond de moi l'espérance que les jours à venir seront meilleurs grâce à vous, ma descendance. Dans les poussières du ciel, il y a ce que j'ai vu de la vie et ce que j'ai retenu. Que le lecteur ou la lectrice de ce carnet de vie qui contient tant de poussière du ciel ne se méprenne pas. Il doit considérer tout au long de ces pages la valeur de témoignages transmis à mes petits-enfants. Aussi il faut qu'au-delà d'un besoin biographique, soit gardée l'empreinte de la jeunesse par son caractère de roman.
Ne vous offusquez pas de trouver du romantisme dans les faits ou les descriptions de ce livre, car si je l'ai nommé carnet de vie, il reste le roman de ma vie. D'ailleurs, ces quelques lignes qui font une page, ces quelques pages qui font un livre pourraient paraître ou faire croire au lecteur qu'il va s'engager sur les chemins rigoureux de la science biographique. Je le rassure ou je le déçois, mais si j'ai voulu me livrer à cet exercice pour transmettre quelques racines familiales, je me suis volontairement écarté de l'insipide narration des faits et des conséquences. Ainsi le récit frôle quelquefois les vibrations du roman. Chaque vie vaut la peine d'être racontée, chaque vie doit être racontée car chaque vie est une belle histoire où la part du réel ne fait que frôler la vérité pour l'agrément du lecteur. Ma connaissance de l'art n'est pas assez aiguisée et je ne dessine pas assez bien pour m'exprimer. Aussi je me contente de l'écriture, à la mesure de mes talents. Ce livre est comme un album photo. Il y a la famille, les amis, les paysages parcourus. Les moments heureux, ceux qui sont pénibles, ceux qui font sourire mais aussi ceux qui font peur. Ceux qui portent à réfléchir et ceux qui sont là, parce qu'ils déterminent la condition d'une vie. S'ils n'avaient pas existé, cette vie aurait été tout autre, bien différente ou bien plus brève. Tous ces clichés sont différents dans leur dimension. Certains sont très petits, il faut se pencher pour mieux les voir et y découvrir la valeur du souvenir. Une vie ce n'est pas le fil d'un fleuve, mais un parcours plus complexe dans ses méandres. Il y a même des ascensions qui donnent le vertige et des dénivellations rapides, sans écluse pour en atténuer la pente. Il faut alors être bien sanglé, bien attaché. Une vie, c'est ce qu'on peut raconter lorsque vient le temps des douleurs internes, lorsque les cicatrisations sont longues à disparaître. Et à de dream. Je traîne un filet au bout d'une longue corde, solidement nouée autour de ma taille. J'avance ainsi dans le temps et l'espace qui furent les miens durant toute ma vie, et c'est par magie que tout le fruit de cette pêche sera transformé en poussière du ciel. Lorsque le soleil aura cessé de nous éclairer. Quand le grand froid s'étendra sur toute la terre. Alors ma descendance, vous ne lirez plus ce livre qui deviendra probablement l'inutile victime de la folie des hommes. Verset 6, page 5 du grand livre des poussières du ciel. Jeunesse. Lorsque je suis né sur cette terre d'Afrique, ce siècle avait 30 ans, c'était sur les hauteurs de Constantine dans un bel hôpital construit depuis peu. Cette ville où nous n'avions pas encore célébré le centenaire de notre présence ici, celle de la France. En effet, ce n'est qu'en 1837 que notre armée a investi cette ville qui sous le joug de l'Empire ottoman, était défendue par l'armée turque. Les combats furent durs et âpres, comme dans tous les conflits qui se sont succédés dans cette cité depuis qu'elle s'appelait Cirta. L'ensemble de ce pays que nous avons baptisé Algérie était peu peuplé. Les historiens et statisticiens les plus sérieux l'estiment au plus à 1 million d'âmes. Les ressources de cette population convertie à l'islam puisque colonisée par une civilisation musulmane, sont essentiellement agricoles. La bordure maritime sert de repère aux pirates qui arraisonnent, avec la bénédiction des autorités de ce pays, les bateaux de commerce naviguant en Méditerranée. S'emparant de la cargaison et vendant équipages et passagers, comme esclaves sur les marchés de ce qui sera Alger. Les Romains restèrent longtemps dans cette contrée, avant l'invasion ottomane. Puis vint le temps de la décadence que l'histoire connaît. Ils avaient installé une civilisation dont les vestiges sont encore présents, et font toujours l'orgueil des indigènes. En France également nous sommes fiers de nos vestiges romains et sans complexe, nous faisons même visiter les lieux où Vercingétorix avait essuyé une cuisante défaite contre César. Si ce siècle avait 30 ans, je me suis toujours considéré pleinement solidaire de tout l'ensemble de ce XXe siècle. Car toute ma famille, génitrice, parentale ou aïeule, l'avait vécu, en était imprégnée et avait su me transmettre beaucoup de choses, les plus importantes je pense. On a toujours parlé de la Grande Guerre, celle de 14 à 18. On l'appelait la première, mais dans l'esprit c'était la der des der, et il ne pouvait plus y en avoir d'autres. Les Allemands étaient affublés du terme de Boche. Je n'ai jamais su exactement pourquoi, mais ce mot pour chacun avait une signification bien péjorative qui soulevait le dégoût de l'ennemi héréditaire. Il était toujours prononcé avec dédain, et des accents qui ne trompaient pas sur la nature viscérale de ce comportement. Les gens parlaient de cette guerre, car toutes les familles de France avaient été touchées par l'absence brutale d'un proche, d'un être cher, d'un ami. Mais en parler ne veut pas dire connaître la guerre, savoir ce que c'est,
de toute façon c'est toujours comme ça quel que soit le siècle qu'on aborde. Mon grand-père me racontait la grève des ouvriers durant la guerre, cessant le travail dans les usines d'armement en 1917. Cette situation dramatique a précipité le retour de Clemenceau à la présidence du Conseil. Il fallut envoyer de nombreuses divisions de l'armée dans certains de nos départements touchés par ces grèves. Des divisions qui manquaient de façon tragique sur le front. Ce front qui devenait de plus en plus dur, car l'ennemi jetait dans la bataille toutes les divisions qu'il avait sur le front russe. La révolution bolchevique de 1917 enlevait une sacrée épine dans le pied de l'Allemagne. Épine, qui venait douloureusement et tragiquement se planter dans le lot de souffrances endurées par nos braves soldats croupissant dans les tranchées de Verdun. Mais voilà que les États-Unis, en souvenir de notre passé historique commun dans leur marche vers l'indépendance, nous amènent à point nommé dans ces tristes moments d'L 917 une aide précieuse sans laquelle notre histoire ne serait pas ce qu'elle est. Lafayette nous voilà, furent les mots d'amitié prononcés par le général Pershing lors de sa première foulée sur le sol de France. Sans cette aide, me disait mon grand-père, il est peu probable dans ces circonstances que nous ayons pu obtenir une victoire. Il a été marqué par la motorisation de cette armée, qui venait à notre secours. Alors que pour nous, l'essentiel était encore issu de la traction chevaline. Et ce n'était pas un petit contingent symbolique, mais une armée nombreuse, bien équipée qui a payé un lourd tribut pour que la France survive dans ce conflit et bascule dans le camp favorable jusqu'à la victoire. Puis survint la grippe espagnole en 1917, mon grand-père a perdu son frère et sa sœur. La grippe a fait plus de 500 000 morts dans toutes les familles françaises. Les Allemands étaient aux portes de Paris qu'ils bombardaient avec un canon énorme, la grosse Bertha qui pouvait tirer des obus à 120 km. La France instaure les tickets de rationnement. La France devient un pays qui fonctionne par les femmes dans les usines, et dans tout ce qui est la logistique vitale dans le concept d'une guerre. Plus d'1 million de ces femmes ont vu une autorité ou le maire de leur ville ou village venir leur annoncer que le mari, le père ou le fils venait de mourir pour la France. Je suis d'une génération qui n'a pas tourné le dos au passé. Nous vénérions l'exemple de nos anciens, et nous avions une attitude de respect envers eux, pour ce qu'ils représentaient. Ce qu'ils avaient su nous inculquer et nous transmettre. Des valeurs probablement millénaires qui forment la base, le fondement d'une civilisation, qu'il suffit de piloter par de petits écarts de direction sans nul besoin de révolution. Certes, l'accélération spectaculaire de nos connaissances dans tous les domaines nous amène à revoir le monde avec un esprit nouveau. Mais ce besoin de modernité ne doit pas faire oublier, ou écarter ces bases millénaires qui ont pérennisé une sagesse qui semble s'éloigner peu à peu. Comparer la situation du monde actuel à celle qui prévalait il y a seulement 10 ans, et puis remonter encore de 10 ans. À l'analyse, le parcours pourrait vous surprendre ou vous faire réfléchir autrement. Certes, il est nécessaire de faire avancer la technologie et les sciences de toutes sortes, car elles sont en finalité pour le bien-être des civilisations à venir. C'est donc la science seule en avançant qui apportera ce changement réclamé ou nécessaire pour différencier les générations. Mais les bases morales et philosophiques de nos anciens doivent rester sur un chemin invariable, ou à la rigueur subir un infléchissement léger. Je suis une génération du rien n'est acquis, dans un monde où tout est dû. C'était le temps où la morale se mettait en cahier, on écrivait politesse, serviabilité, avec la résonance du Larousse de l'époque. C'était le temps où le mot France s'écrivait avec un grand F majuscule et une plume sergent-major que l'on trempait dans un encrier. Il était beau ce mot France, avec ses pleins et ses déliés. C'était le temps où la France s'associait à un empire que l'on comparait à celui de l'Angleterre. La comparaison se déterminait en couleurs sur nos livres de géographie, et nous allions ainsi de l'Afrique vers l'Asie sans oublier l'Océanie. C'était le temps où nos départements n'avaient pas de chiffres, que nous gardions exclusivement pour le calcul et la mathématique. Mais nous connaissions les chefs-lieux et leurs sous-préfectures. C'était le temps où l'ENA n'existait pas, et où la politique se faisait sous les préaux des écoles par des hommes de bon sens aux idées simples que chacun pouvait comprendre. On leur demandait de prendre des décisions sensées au bon moment, quand il le fallait. C'était le temps, disparu à tout jamais. Pétri de catéchisme et des valeurs morales du christianisme,
Je ne pouvais et ne devais pas déserter la messe dominicale à la cathédrale. À table, lorsque je rompais le pain, il ne fallait pas le reposer à l'envers. Le diable y danse dessus, me disait ma mère. Et avant la première entame, il fallait le signer avec le couteau. Un remerciement au Seigneur pour nous avoir donné ce pain. Réflexe qui me reste encore, simple fruit d'une saine et solide éducation. En face de ses parents, il ne faut pas faire de mélange dans le choix des genres. Certains pourraient ne pas reconnaître le sacré du commun et se complaire dans l'ambiguïté, sans souci du temps qui s'écoule, ce temps compté que nous passons sur cette terre. C'est pour mieux comprendre ces choses que j'ai béni cette culture religieuse qui m'avait été inculquée dès mon plus jeune âge. Culture que j'avais comprise et acceptée. La différence des générations n'est pas dans le scientifique qui conditionne le bien-être visible, mais dans le spirituel, celui qui conditionne l'état intérieur de chaque être et forme l'intelligence des choses de la vie. L'adolescence. Jusqu'à l'âge de 16 ans, j'ai peu quitté le Constantinois. Les voyages n'étaient pas faciles dans les années 30 et a fortiori dans les années 40 avec la guerre. Le monde du travail n'avait pas les loisirs comme objectif. J'abordais donc l'adolescence sans connaître grand-chose de la France et de ma famille. Au-delà de mon père et de ma mère, je ne voyais ni grands-parents, ni cousins, ni oncles, ni tantes. Je les savais quelque part dans l'Ariège et en Haute-Garonne parce que mes parents en parlaient, et encore très peu car certains, et non des moindres, avaient été perdus de vue depuis longtemps. Si je posais une question sur l'un d'eux, ma mère me répondait immanquablement « Nous sommes fâchés ». N'ayant jamais pu obtenir plus d'explications, je m'étais fait à cette attitude d'admettre que c'était comme ça. J'étais un enfant docile, respectueux de ses parents comme on pouvait l'être à cette époque, et je me contentais de ce qu'on voulait bien me dire et de ce que je voyais. Ce dont je me souviens, c'est d'être allé en France en 1937, avec un court séjour à Paris pour visiter l'exposition internationale. Puis en 1939, alors que le pays était en pleine préparation d'une guerre que nous allions déclarer à l'Allemagne. Lorsque nous séjournions dans l'Ariège à Pamiers, nous étions reçus par ma marraine, rue du Clocher, au numéro 51. Elle habitait à l'étage d'un petit immeuble à la façade lépreuse, qui ne déparait en rien l'aspect de cette rue. Le rez-de-chaussée était occupé par une échoppe de bourreliers. Sur le côté droit se situait la porte qui permettait d'accéder à l'étage avec un escalier aux marches vermoulues, qui avait dû connaître toutes les révolutions de notre histoire. En haut, il y avait une vaste salle qui avait été divisée par des rideaux pour délimiter la partie nocturne du coin cuisine et de ce qu'on appellerait maintenant le séjour. Là, il y avait un petit évier carré surmonté d'un robinet en cuivre fiché dans le mur, alimenté par l'eau de la ville. Tout cela résume le confort de l'appartement. Pour les toilettes, il y avait un seau avec un couvercle tout de même, qu'il fallait aller vider quotidiennement au canal qui passait à une 50aine de mètres de là. Au milieu de la pièce était installé un vieux poêle à charbon, prolongé par un réseau de tuyaux coudés, qui rejoignait au plafond le trou prévu pour l'évacuation des fumées. Ce poêle restait allumé été comme hiver, car sa fonction ne se limitait pas au chauffage pendant la saison froide, mais il servait aussi pour la cuisine quotidienne et surtout les fers. Ma marraine était repasseuse de métier, et c'est avec le revenu de ce travail qu'elle subsistait. Cela, jusqu'à son dernier souffle et aucune subvention, aucune aide qui ne soit le fruit de son travail n'ont gravi le vieil escalier de son logis. C'était une sainte femme dans tous les sens du terme, chaque matin, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, elle s'entourait de son fichu noir et se hâtait vers l'église du camp pour assister à la première messe. Ensuite elle s'attelait à sa table de repassage jusqu'au soir, pour ne reposer ses fers que le travail terminé et bien fait. Marraine, tu aurais fait une bonne sœur parfaite, très appréciée dans ta communauté. Cette remarque l'avait chagrinée, et je l'ai regrettée. Tu as peut-être raison, mon petit, mais les aléas de la vie ne permettent pas toujours de faire ce que l'on souhaite. J'ai eu à m'occuper de mon père d'abord, et de ma mère ensuite. Ils furent si bons pour moi, je n'oublierai jamais, et puis vient le temps où l'on est libéré, mais il vient quelquefois trop tard pour entreprendre, mais qu'importe puisque j'ai le meilleur filleul que je pouvais souhaiter. Puis la guerre nous a séparés, sans la moindre nouvelle jusqu'en 1945. Nous étions inquiets, mais elle avait survécu, elle était vivante et nous allions la revoir l'été de l'année suivante. Elle était toujours au même endroit avec le poêle,
les mêmes fers, sans aucun confort supplémentaire. Aucune parcelle de modernité n'avait pu atteindre son premier étage. Elle ne semblait pas avoir vieilli, elle avait atteint l'âge où l'on ne change plus. L'âge où il faut partir comme l'on est. Elle nous avait attendus patiemment avec l'espoir de nous revoir en bonne santé, et son vœu était exaucé. J'avais grandi, j'avais mouru et je ne voyais plus la vie avec les mêmes yeux de mon enfance. Certes, l'adolescence ne vous fait pas encore adulte. Mais ces 5 années passées, de privation et d'incertitude m'avaient apporté dans de nombreux domaines, la faculté de comprendre prématurément des situations d'adulte. J'abordais une terre de découverte. Il y avait comme une révolte en moi. Mon esprit ne pouvait pas accepter de retrouver ma chère marraine toujours dans le même dénuement. Quelques mois plus tôt, je venais de vivre les événements sanglants du Constantinois. Des atrocités qui dépassent l'imagination. Les massacres aveugles de femmes et d'enfants par centaines, au nom d'une cause souvent à la finalité douteuse. Dans ma candeur d'enfant, je ne comprenais pas cette forme d'exaction, alors que la main tendue, nous portions une part de nous-mêmes à des peuples plus ou moins lointains qui n'avaient pas eu la chance d'évoluer à notre rythme vers une vie meilleure. Pour cela, notre pays a dépensé une partie de ses richesses, de son temps, de son sang, pour aider, instruire et transférer un savoir-faire qui devrait apporter bien-être et sécurité. Peut-être n'a-t-il pas été compris, car il y a toujours des âmes charitables pour détourner à leur profit les causes les plus nobles. Alors pourquoi tant d'efforts dans ces lointains, lorsque nous négligeons de regarder et d'atténuer la misère à notre porte? Certes, nous sommes dans cette terre d'Europe, imprégnée de valeurs chrétiennes depuis si longtemps que nous en sommes déformés. Sans le savoir et sans le vouloir, nos racines nous portent vers l'esprit de partage, et nous rejetons toute forme d'égoïsme. Mais est-ce bien adapté à l'évolution de ce monde? À Pamiers vivaient aussi mes grands-parents paternels, mais pour des raisons que je n'ai jamais pu savoir, des raisons probablement stupides, je ne les ai jamais vus ni connus. Ils sont morts l'un et l'autre pendant la guerre. Certes, nous vivions en Afrique du Nord, mais nos séjours en France en 36 ou 39 à Pamiers auraient pu faciliter une rencontre. Rien. Ma mère m'a révélé un jour que lors de notre dernier séjour en Ariège, nous avions croisé mes grands-parents dans une rue de Pamiers, chacun sur un côté de trottoir. Chacun est passé sans un regard vers l'autre. C'est inimaginable et je ne me l'explique pas encore. Nous sommes fâchés. C'est de leur faute, me disait ma mère pour toute réponse à mes interrogations. Ce grand-père avait débuté une carrière dans la maréchaussée à Limoux dans l'Aude. C'est là que mon père l'aîné et son frère René avaient vu le jour. Après une carrière courte d'une quinzaine d'années, la famille est venue s'installer à Pamiers, pour y monter d'abord un commerce de vins et spiritueux, qui faisait convenablement bouillir la marmite. Puis une entreprise de messagerie sur Toulouse, avec pour les livraisons un camion Latil, dont les roues entraînées par chaîne causaient bien des soucis. Mon grand-père est décédé en 1943, suivi 2 ans plus tard par ma grand-mère. C'est ce que nous avons appris lorsque la France fut libérée et qu'enfin, du courrier nous est parvenu en Algérie. Lors de nos premières vacances en 1946, nous avions l'intention de nous recueillir sur leur tombe à Pamiers. Nous avons bien trouvé celle de ma grand-mère, née Marty, mais il fut impossible de situer la sépulture de mon grand-père. Aucune trace, aucun souvenir dans la famille. Le mystère reste entier et le restera pour toujours, je pense. Les sagas de famille ne sont pas toujours heureuses. Mon père a vu le jour à Limoux dans l'Aude par une belle journée de mai, et ce siècle avait 5 ans. C'était l'époque où la jeunesse se cherchait très tôt dès le certificat d'études. Diplôme qui avait la valeur d'un bon baccalauréat maintenant et n'en déplaise à certains, il n'y avait pas 80% de cette jeunesse qui décrochait ce diplôme. Maintenant, c'est dans les universités que notre jeunesse se cherche en faisant tout, et du n'importe quoi. Elle se retrouve là à 20 ans bien passés, et elle fait chercher les autres pour lui trouver une voie. Le certificat d'études en parchemin à 14 ans, il quitte l'école pour un apprentissage dans un garage. Bien entendu sans aucun salaire, et à la charge complète de ses parents. Il n'y avait pas de conseiller d'orientation. Mais il m'a toujours dit qu'il aimait la mécanique, il comprenait et il réussissait. Après le temps d'adaptation à nettoyer le garage au balai brosse,
Il a pu s'approcher des moteurs, écouter ceux qui avaient bien plus d'expérience que lui et même nettoyer certaines pièces avant qu'elles ne soient montées. Enfin, vint le temps où lui furent confiés les petits travaux de mécanique simple. Il ouvre un carburateur, il essaye de comprendre. Le soir, il se prend à en dessiner les pièces, à imaginer le fonctionnement et le séquentiel de la carburation. Puis vint la découverte des pistons avec les problèmes d'étanchéité, car à cette époque c'était un miracle si l'huile ne parvenait pas à plus ou moins suinter. Le carter aussi avait son importance, surtout lors du serrage du joint de culasse qu'il ne fallait pas trop écraser. Il n'y avait pas encore et loin s'en faut de clé dynamométrique. Cela se passait dans un petit garage de Pamiers qui n'existe plus maintenant, et un immeuble de 3 étages l'a avantageusement remplacé. Après ses 2 ans d'apprentissage, il a bénéficié d'une opportunité pour avoir un poste de mécanicien à part entière dans un garage de Tarbes. Une rémunération bien plus intéressante que celle d'apprenti, et surtout un travail très enrichissant. Certes, au début des années 20, la technique automobile ne peut se comparer à celle d'aujourd'hui, mais elle demandait des compétences étendues pour l'entretien et la réparation de l'ensemble de tous les composants des véhicules. C'est dire qu'il fallait être compétent en tout, avec une bonne dose de débrouillardise pour réussir. Il avait tout cela, et il réussissait très bien, mais il y a une certaine lassitude qui s'installe à faire le même travail, lorsqu'on en a fait le tour pendant 2 ans et qu'on souhaite voir autre chose pour progresser, et puis il y a dans chacun un petit côté aventureux. Un jour il décide de partir, justement vers cette aventure qu'il avait en tête. Il réunit ses maigres affaires, il retourne ses poches pour faire l'état de tout son avoir et il va à une centaine de mètres jusqu'au guichet de la gare pour demander où le prochain train pourrait l'emmener avec cette somme d'argent. L'employé n'a pas été surpris en considérant les quelques billets qu'il avait devant lui. Vous pouvez aller jusqu'à 7 en 3e classe. Ma foi, il n'avait jamais été jusqu'à 7, et il fut d'accord. Dès son arrivée, il faut se loger. Il rentre dans une pension, comme il y en avait beaucoup à cette époque, qui hébergeait généralement les ouvriers. Le gîte et le couvert sont les besoins les plus essentiels. Il fait la tournée des garages. Il trouve un emploi, mais l'employeur veut connaître ses compétences et lui donne un poste à laisser pour 2 semaines. Ses compétences sont vite reconnues, et ses prérogatives l'amènent à prendre en charge des travaux de plus en plus complexes. Des jours à démonter et remonter des moteurs. Réparer les circuits électriques, rechercher toutes sortes de pannes, faire des dépannages en extérieur, il aime et il est satisfait de son travail. Il se plaît bien à cette petite ville au bord de l'eau avec son animation portuaire, le beau temps et les joutes sur le canal. Il est bien dans cette pension, avec une jolie petite chambre qui donne sur la Méditerranée. En bas il y a la grande salle et le bar, avec quelques amis pour l'apéro et la belote. Voilà comment on arrive jusqu'à l'âge de 20 ans, et que subitement un jour vous recevez votre convocation pour effectuer votre service militaire. C'est une autre aventure qui commence. Il est affecté à Bordeaux dans un régiment d'aviation, et contrairement à ce que pourraient murmurer des langues mal intentionnées, il fut admirablement orienté vers ce qu'il affectionnait le plus, la mécanique avion. Il y restera 2 mois à se familiariser sous les hangars de Mérignac avec le moteur du Breguet 14, puis il doit rejoindre un groupe d'aviation en Syrie où les tribus druzes fomentaient des troubles dans ce pays. La Syrie. Il y a longtemps de cela, il n'y avait pas d'État constitué tel que nous les connaissons maintenant, ce qui est la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie, Israël et les territoires palestiniens étaient des possessions de l'Empire ottoman. Les Turcs avaient eux-mêmes succédé aux Mamelouks, aux croisés et ainsi, en remontant jusqu'aux Hittites. La révolte arabe dirigée par le chef de la famille hachémite contre les Turcs a commencé en 1916, aidé par l'action de Lawrence d'Arabie. Mais ce rêve s'écroule car l'ensemble du Proche-Orient sera divisé en zones d'influence entre la France et la Grande-Bretagne. En Syrie, la France devait créer un régime donnant satisfaction à la fois aux musulmans et aux nombreuses minorités chrétiennes, composées d'environ 15 sectes religieuses différentes. Le haut-commissaire, le général Sarraï, remplaçant le général Weygand en novembre 1924, n'eut pas l'art et la manière dans son entreprise, c'est le moins qu'on puisse dire, et s'aliéna les populations chrétiennes et les druzes par son attitude anticléricale violente.
En août 1925, il s'ensuivit une violente révolte, suivie par de nombreux Syriens. Ainsi des troupes françaises furent envoyées sur place sur ces territoires qu'on appelait le Levant. L'appellation de corps expéditionnaire n'était pas encore employée, mais cela y ressemblait. C'est ainsi que le caporal Paul Glaise débarqua un beau matin sur le port de Beyrouth pour rejoindre son escadrille de Breguet 14 dans les terres désertiques de Syrie. Avec sérieux, il s'attelle à la tâche de maintenir au plus haut point la disponibilité de ses avions. Il est repéré par son commandant d'escadrille, qui lui propose d'effectuer des missions comme bombardier. Il ne refuse pas, et réalise en quelques mois quelques dizaines de sorties pour larguer des petites bombes de 25 à 50 kg sur des objectifs rebelles. Son rôle était bien simple. Il consistait à tirer la manette de largage pour libérer les bombes accrochées sous les plans lorsque le pilote levait le bras. Au retour, il s'occupait de la remise en œuvre de l'appareil, et il était satisfait de son quotidien. Mais la date de sa libération approchant, il est appelé par son commandant qui lui propose de rester dans l'escadrille en signant un engagement. Il lui assure en restant dans son escadrille le grade de sergent. Cela semble simple, mais il y a des décisions qui sont dures à prendre à tous les niveaux. Donc la nostalgie aidant, il n'a pas accepté, et un mois plus tard il reposait le pied sur le sol de France. Lorsqu'il me racontait tout cela, je sentais qu'il y avait beaucoup de regrets car sa carrière eût été bien différente. Il l'imaginait probablement bien meilleure que le chemin qu'il avait emprunté. Il y a quelque part dans chacun de nous, un regret pour le choix du parcours que nous devons poursuivre tout au long de notre vie. Un regret parfois nécessaire, car il nous stimule à mieux réussir dans la voie que nous avons choisie. Il disait souvent : « Je pense quelquefois à ce qui serait advenu de ma vie, si j'avais eu le courage de dire oui à ce que m'offrait ce commandant en ce juin 1926. J'étais terriblement tenté, mais j'avais au fond du cœur le souvenir de ces racines qui veulent que nous revenions toujours vers nos attaches ancestrales. J'aurais pu faire une carrière courte dans l'aviation militaire et continuer ensuite dans le civil, chez l'ATECOR par exemple qui avait besoin de mécaniciens pour ses Breguet 14. Cela aurait été une autre vie, travailler dans les escales du désert, à Cap-Juby ou en Amérique du Sud, rencontrer Saint-Exupéry, Guillaumet et les autres. Mais voilà, j'ai pris une autre voie. Il y a toujours un regret sur ce qu'on aurait pu faire, et qu'on n'a pas osé. En rentrant, il fait la connaissance de ma mère qui travaillait dans une usine de tricoterie. C'est un travail dur et fastidieux dans cette petite usine de Pamiers. Il reprend un travail dans un garage et aide en parallèle la petite entreprise de ses parents qui, avec 2 vieux camions Latil, assure les transports entre Pamiers et Toulouse. Le mariage eut lieu en 1927. Je n'ai jamais eu sous les yeux la photo de leur mariage, et je m'aperçois qu'au fil des temps, je n'ai pas eu la curiosité de demander quoi que ce soit à ce sujet. Il y a bien quelque part dans les vieux papiers du grenier un livret famille, qui atteste de cette union. Et cela suffit. C'est en allant à la gare de Pamiers que mon père voit une annonce, qui sollicitait des volontaires pour intégrer les chemins de fer algériens. Il postule et avec ma mère ils arrivent en 1929 à Sidi Mabrouk, dans la proche banlieue de Constantine. Les débuts sont difficiles et souvent ils sont envahis par l'envie de tout plaquer et de rentrer en France. Mais ils sont restés et voilà comment se crée la race des pieds noirs. Dans la sueur, le labeur, la vie de misère bien souvent, mais toujours avec une pugnacité inégalée dans ces terres hostiles qu'il fallait rendre viables pour le bien de tous ceux qui l'habitaient. Avec mes camarades, j'étais dans ce creuset commun où les pères et les grands-pères avaient traversé la Méditerranée, nullement pour chercher une aide, mais pour apporter leur travail, leur sueur et quelquefois leur vie. Une race de pieds noirs qui en 1962, lors de ce triste exode, ont dû tout abandonner, leurs biens, leurs souvenirs, leur mémoire tombale pour retraverser dans la précipitation cette Méditerranée et montrer encore une fois leur ardeur au travail. Aucun ne s'est laissé vivre. Si la société en a aidé quelques-uns, alors ceux-là au fil du temps ont su le rendre au centuple. Aucun sociologue n'a encore pu trouver un acte négatif dans leur comportement lors de cette tragédie. Il ne faut pas craindre d'affirmer d'être fier de ce peuple. Quel parcours effectué dans l'abnégation, mais quelle satisfaction de voir ce travail accompli. La morale fondamentale était simple pour mon père. Cet ouvrier au travail pénible me disait :
Sache mon fils que l'ambition passe par l'éducation, où l'on doit apprendre l'honnêteté, la franchise, l'intrépidité et le courage. Tu verras alors que l'on trouve toujours que l'herbe est plus verte dans le jardin de celui qui est instruit. Pendant longtemps, toute ma traversée en culotte courte, je regardais avec envie les jardins bien entretenus et puis un jour j'ai réalisé. Il me fallait comprendre autrement et regarder les choses de la vie où elles sont vraiment. Mon père s'était grandi, son fils l'aimait encore plus et l'admirait. J'étais encore bien petit lorsque je tirai sur une jambe de son pantalon pour lui demander « Père, dessine-moi un avion ». Alors gentiment, il crayonnait 2 ailes, un fuselage et tout cela me faisait rêver. Bien plus tard, alors que j'avais quitté les rizières du Tonkin, les escarpements des Aurès, c'est lui maintenant qui me disait « Fils, raconte-moi tes missions ». Alors il fallait plonger dans mes souvenirs, et surtout dans mon imagination. Là, où je savais trouver ce qui pouvait lui faire plaisir. Lorsque nous décollions de la base de Summerside, située au centre de l'île du Prince-Édouard, pour effectuer une navigation jusqu'à Goose Bay dans le Labrador, nous devions utiliser la navigation isobarique et nous servir de l'astronomie. 2 moyens qui maintenant ne sont plus utilisés, parce que remplacés par des systèmes satellitaires plus fiables et plus faciles d'emploi. Nous survolions l'île d'Anticosti. Île mythique pleine de mystères pour nous, très froide l'hiver, à l'aspect inhospitalier. Île aussi grande que la Corse, mais qui semble si petite au milieu de ces terres immenses. L'entourage de notre encadrement entretenait sur cette île de mystérieuses histoires auxquelles nous ne croyions pas bien sûr, mais qui nous revenaient en mémoire lorsque nous la survolions. Ceux qui viennent à Anticosti n'ont qu'un désir, y rester ou y revenir, dit la légende. C'est ce qui a dû arriver à notre camarade Butler, qui un jour n'est pas rentré de sa mission vers le Grand Nord. Les recherches furent longues et difficiles. Les derniers contacts le situaient aux abords de l'île d'Anticosti, en mer, dans l'un des innombrables lacs ou dans les forêts de grands sapins. Tout était encore recouvert de neige, et la visibilité n'avait pas retrouvé la pureté que nous souhaitions. Ce n'est qu'après 10 jours de recherche que les débris de son avion ont été repérés, au fond d'un canyon de plus de 200 mètres de profondeur, boisé d'une forêt boréale très dense. Une chance infime de retrouver cette sépulture, sa balise de détresse ne fonctionnait plus. Il a fallu une 50aine d'avions à passer et repasser sur l'itinéraire possible. Il a fallu attendre les bonnes conditions météorologiques, être attentif à tout ce qu'il y avait au sol. Le moindre détail, le moindre indice. Anticosti, il y est resté, il n'aura plus à y revenir. Un demi-siècle plus tard, je pense à mon camarade Butler, son âme dans le fond de ce canyon si froid mais si tranquille. Mon père m'avait écouté avec attention, et je voyais dans son regard une expression de tristesse. Par habitude, mon imagination le guidait vers des endroits plus chauds et plus remuants. J'ai regretté de l'avoir entraîné dans ces lieux si hostiles. Lorsque je lis le livre de Ben Sirac le Sage, je sais que je suis dans le ton. Celui qui honore son père obtient le pardon de ses fautes. La mémoire. C'est lorsqu'on a perdu ses parents que l'on réalise tout ce qu'il aurait fallu leur dire, tout ce qu'on n'a pas osé leur demander. C'est à ce moment seulement qu'on se rend compte qu'il y a des pans entiers de notre mémoire familiale qui vient de disparaître à tout jamais. Des souvenirs d'enfance, des souvenirs de famille qui resteront dans l'éternité de l'oubli. Ma mère. Lorsque je lis le livre de Ben Sirac le Sage, je sais que celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Et pourtant je n'ai guère trouvé là matière à rechercher une quelconque richesse avec elle. Peut-être que par instinct je savais que je n'obtiendrais pas la juste vision des choses. Rien qu'une réponse qui serait travestie et inconcevable, car je voulais déjà m'appuyer sur des valeurs sûres et réfléchies. Au fil du temps, je me suis rendu compte qu'à ses côtés je vivais dans un monde qui n'accrochait pas à la réalité. Ce n'était pas ma nature viscérale, j'étais programmée pour voir les choses en face et telles qu'elles sont. Ma mère vivait dans son monde intérieur de comportements fantasques, d'intrigues. Elle fonctionnait à l'humeur, il y avait les jours avec et les jours sans. C'est plus tard que j'ai compris que son enfance difficile l'avait façonnée ainsi. Il y a des situations qui méritent le pardon. Je crois que j'ai aimé plus de gens qu'on ne m'a aimé, et c'est une réussite appréciable lorsque qu'il me faudra passer sur la balance.
Je n'ai jamais connu en moi la haine ou l'extrême rancune à l'égard de quiconque. Il m'est toujours venu rapidement à l'esprit l'espace de la réflexion. Celle qui vous fait réaliser l'absurdité de l'acte ou de l'attitude. C'est pour cela que l'esprit d'enfant docile et compréhensif à l'égard de ses parents ne m'a jamais quitté. Et pourtant, il y a quelquefois des situations difficiles à supporter, mais je n'ai aucune envie de m'étendre sur ce sujet maintenant. Un esprit absurde s'était abattu quelque part. Certains pourraient me reprocher d'avoir trop parlé de mon père, sans trop m'étendre sur ma mère, mais les évaluations des sentiments dans un couple ne sont pas quelquefois équilibrées telles que nous le souhaitons. Dieu en a fait ainsi, et il doit y avoir une raison que je ne connais pas. Chacun passe individuellement sur le plateau de la balance, et la tare est différente dans la recherche de l'équilibre. Dieu nous a fait ainsi. Grand-père. Cela peut paraître bizarre si je vous dis que le père de ma mère, je l'ai toujours appelé grand-père, sans jamais avoir utilisé un quelconque diminutif. Probablement parce que je l'ai trop peu rencontré. Des 4 grands-parents dont chacun peut se prévaloir, c'était le seul, l'unique que j'ai connu et vu. J'ai souvenir de nos brèves rencontres en été 1939 lorsqu'il nous amenait pour un pique-nique sur les bords de la Garonne dans son automobile des années 20. L'enfant en culotte courte que j'étais restait émerveillé devant cette décapotable, vestige de la mécanique d'antan. Puis il fallut attendre la fin du deuxième conflit mondial pour le revoir, toujours à Toulouse, mais sans voiture car ses moyens physiques ne lui permettaient plus de conduire en toute sécurité. Celle qui fut son épouse, ma grand-mère, a quitté cette terre bien jeune en 1912. Elle venait d'avoir 32 ans après avoir mis au monde 7 enfants, dont un unique garçon. Dans la descendance de cette lignée, j'ai plus ou moins rencontré brièvement mon oncle et mes 5 tantes, à l'exception de la 6e, qui selon la légende était partie très jeune dans un pays d'Amérique du Sud. Quant à mes cousines, toutes furent perdues de vue au fil des ans. J'étais le seul garçon. Sans vouloir me targuer de perspicacité, je crois pouvoir dire que la vie ne fut pas facile en ce début du 20e siècle au chef de famille pour élever seul ses 7 enfants, avec pour tout subside un métier de guérisseur par les plantes. Les aînés s'occupaient des plus petits, et chacun devait y mettre du sien dans des proportions difficilement imaginables dans un contexte actuel. C'est ainsi que ma mère, 6e de la lignée, fut élevée par sa sœur aînée. En ce temps-là, l'école n'était pas la priorité de la famille, et dès 14 ans il fallait se mettre au travail, dans les usines environnantes. L'analphabétisme sévissait dans la France profonde, et aucun bagage intellectuel n'était demandé. Seule l'assiduité et le rendement prévalaient au bien-être de l'entreprise. Ce grand-père né en 1869 me paraissait avoir traversé des univers de légende, et c'est toujours avec gentillesse qu'il me parlait de sujets qui quelquefois me dépassaient. Mais je l'écoutais religieusement pour enregistrer ce qu'il me disait, persuadé que plus tard j'atteindrais la maturité qui me permettrait alors de comprendre toutes ces choses. Ainsi au fil du temps il me revenait ces bribes. J'ai vécu sur notre chère France, le temps de 3 guerres, et j'en ai évalué le poids des sacrifices que notre peuple a dû endurer et surmonter. 3 invasions douloureuses qui nous ont toujours laissés dans une situation de grand et pénible malheur. Alors faisons en sorte de ne plus connaître d'autres invasions, sous quelque forme qu'elles soient. Une autre fois le sujet fut différent. La terre est à tout le monde mais où que l'on soit, en Europe, en Asie, en Afrique ou aux Amériques, on ne peut pas ou il ne faut pas pénétrer dans une propriété sans y avoir été invité après avoir frappé à la porte. Et lorsque tu es invité, conduis-toi avec civilité. Ou encore, lorsque l'on contemple tout ce qui nous entoure de l'infinime petit à l'infinime grand, on est captivé par la beauté de cet univers, par son harmonie, son ordre et l'on doit se dire que rien de tout cela serait ainsi s'il n'y avait pas une puissance divine. Je ne comprends pas ceux qui n'ont aucune croyance, ce sont des aveugles qui ne peuvent voir la réalité que dans la recherche de raisonnements absurdes. Mais l'événement qui l'avait manifestement marqué, c'était la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Cette date ne fut que l'aboutissement d'un long calvaire pour notre Église. Un long et douloureux chemin, où il fallut subir des humiliations sans précédent. Des actes absurdes lorsqu'on a envoyé l'armée, la nôtre casser les portes des églises pour y faire l'inventaire du mobilier et des reliques. Mais Dieu saura leur pardonner.
Une attitude de barbare au XXe siècle, pour aboutir au saccage de l'esprit religieux de notre pays. Ensuite, comment peut-on prôner et enseigner le mot liberté aux enfants de nos écoles? En leur imposant en exemple de tels actes. Comment peut-on vouloir donner aux enfants de nos écoles de la République une éducation de civisme? Mes grands-pères, qu'aurait-il fallu faire? Mon petit, la méthode barbare, celle de la violence, n'a jamais conduit à la paix. Il ne peut y avoir que des espaces de calme, car sous les cendres chaudes il y a toujours un feu qui couve. Presque 50 ans ont passé, mais les cendres du christianisme restent encore sous la terre de France comme sous toutes ces terres d'Europe. Mais alors que faut-il faire? C'était à ceux que nous avons élus de le savoir. Il ne peut pas y avoir de pays sans une foi commune qui les unit, ou il deviendra un pays décadent qui sera submergé par une autre foi, plus agressive, dont les méthodes sauront mettre en échec nos institutions avant notre civilisation. Alors nos églises disparaîtront, et il nous sera imposé un autre livre. Grand-père, tu es bien pessimiste aujourd'hui. Je ne le suis pas aujourd'hui, mais pour demain. Des lendemains que je ne verrai pas, mais qui se nomment l'avenir. Viendra le temps où tu penseras à tes enfants et même à tes petits-enfants, alors tu penseras aussi à ton grand-père. Et je voudrais tant que tu puisses dire que je me suis trompé. Puis il changea de sujet pour me parler de ses derniers travaux et découvertes sur les plantes. Il était toujours dans la recherche des plantes miracles, qui pouvaient guérir toutes les maladies. Mais je n'avais plus l'esprit à l'écouter, et il s'en rendit compte. Ses petits yeux exprimaient de la tristesse, et je me suis senti coupable. Depuis 1954, il repose dans un petit cimetière des Landes sous un modeste carré recouvert de petits cailloux blancs. Lorsque je viens fleurir sa tombe, après quelques prières, je ne manque jamais de lui rappeler le temps où il aimait me faire découvrir ces choses de la vie intérieure que seules les vieilles personnes peuvent posséder. Il devait m'écouter et m'entendre, mais il ne me répondait jamais. Je sais qu'un jour je ne viendrai plus le voir, et personne ne me remplacera. Mais cela, je ne le lui dirai jamais car je ne veux pas l'entendre pleurer. Indochine. De 1952 à Dien Bien Phu. L'Extrême-Orient. Lorsque mon commandant de groupe m'informa que l'état-major de l'armée de l'air m'avait mis sur la liste de ceux qui devaient assumer un séjour en Indochine, je ne fus ni surpris ni déçu. Il y avait dans cette terre lointaine, que je n'imaginais probablement pas avec exactitude, un conflit qui durait depuis plus de 6 ans. Une sorte de rébellion, aux contours indépendantistes, qui puisait dans ce creuset de la liberté des peuples. De grands mots, de grandes idées qui sur le terrain se transforment immanquablement pour chacun des partis, en un douloureux affrontement. Un vrai problème de métaphysique à comprendre, bien au-dessus des capacités que je pouvais avoir en ce temps-là. Pragmatique, je m'inquiétais surtout de ce que j'avais à faire avant mon départ. La semaine prochaine, vous intégrez pour 3 mois le CIET de Francazal à Toulouse, qui va vous former aux différents types de missions que vous aurez à effectuer en Extrême-Orient. Rien qu'à l'évocation de ce mot, Extrême-Orient, je commençais à rêver. Voilà un endroit bien différent de ce que j'avais pu connaître jusqu'ici. Beaucoup de choses m'échappaient. D'abord, je n'avais aucune idée sur ce que pouvait être cette guerre, car elle ne ressemblait en rien à celle de mes livres d'histoire. La grande de 14-18e et la seconde, celle de 39-45e, et encore sur cette dernière les archives pour l'instant n'avaient pas laissé échapper grand-chose. Pour mieux comprendre, tout du moins essayer ce qui se passait là où l'on m'envoyait, j'avais acheté l'Indochine de la collection Que sais-je. Il était surtout question de la conquête du début, imaginée par Napoléon III qui en avait décidé l'expédition en 1858. Quant aux événements du moment, il n'y avait pas grand-chose car les archives n'avaient pas encore assez amassé de poussière pour qu'on puisse donner l'autorisation de les dépoussiérer. J'avais tout de même en mémoire la souvenance de l'intrusion japonaise et l'ampleur de ces exactions atroces commises contre la population et les troupes françaises. Mais les causes exactes de tout cela m'échappaient. Par contre, sur le plan géographique, je situais bien chacun des pays qui constituaient l'Indochine. Le Tonkin, l'Annam, la Cochinchine, le Laos et le Cambodge. Je m'y perdais un peu à la lecture des ethnies, car là il faut savoir bien les prononcer pour les retenir. Mais dans l'ensemble ce que je savais devait être d'un bon niveau,
Au regard de ce que pouvait s'imaginer l'ensemble des citoyens de notre hexagone sur ce pays si loin, à 15 000 kilomètres de notre capitale. Il faut tout de même avouer qu'à sa décharge, notre pays sortait de 5 années de guerre avec une bonne partie de son territoire encore meurtri par les combats. Le ravitaillement se faisait toujours avec difficulté, et la période des tickets de rationnement n'était pas oubliée. La France était enlisée dans la pauvreté, elle avait tout donné pour subir et mener cette guerre et maintenant elle avait pour objectif essentiel de mettre en marche la reconstruction. Si l'on se laisse porter par les écrits de certains historiens, nous pouvons penser que l'Indochine française n'a pas été perdue après 8 ans de guerre, mais probablement le 9 mars 1945 à l'issue d'une nuit tragique où les Japonais ont annihilé toutes les unités de notre armée et le gouvernement que nous avions en place dans ce pays. Certes, ceci s'est traduit par des exactions et des atrocités indescriptibles qui ne peuvent être oubliées. Mais quelques mois plus tard, après la bombe d'Hiroshima et celle de Nagasaki, le Japon capitule et ainsi son armée cesse les atrocités et se retire. Le vide ne doit pas exister et les troupes de la République de Chine, celles de Chiang Kai-shek, pénètrent dans ce pays jusqu'à hauteur du 16e parallèle et mettent en place Ho Chi Minh à Hanoï. Simultanément, les Anglais s'installent dans la partie sud. Nous n'avions qu'un gouvernement provisoire à Alger, qui envoie l'amiral Thierry d'Argentlieu et les troupes du général Leclerc pour restaurer la souveraineté française. Là, se situe une période délicate bien menée par le général Leclerc qui avait réalisé que M. O n'accepterait aucune négociation sans un préalable qui garantisse l'indépendance du peuple vietnamien, concept nouveau et inacceptable à l'époque. Certes, le sujet est délicat, car il impose une réunification du Tonkin, de la Nam et de la Cochinchine. Le général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire, avait convenu depuis Londres de doter l'Indochine d'une autonomie interne au sein d'un ensemble fédéral composé des 5 pays, à savoir le Tonkin, la Nam, la Cochinchine, le Laos et le Cambodge. Probablement à cet effet il met en place l'amiral Thierry d'Argentlieu, haut commissaire en Indochine qui n'accepte des pourparlers que si le préalable de la solution fédérale est accepté. Leclerc, qui a obtenu un bon contact avec O, demande l'arbitrage du général de Gaulle qui reste intransigeant et se range à la médiation de l'amiral. L'intransigeance de l'un déclenche l'exaspération de l'autre, et Ho Chi Minh décide donc d'atteindre son objectif par l'affrontement. La guerre s'engage. Que de façon simple ces choses si compliquées sont dites, mais c'est comme cela que je les avais comprises. Lorsque j'arrivai à Saïgon, le trajet avait duré une vingtaine de jours, sur le SS Kaogom, un navire norvégien, affrété pour le transport de troupes entre Marseille et l'Extrême-Orient. Je n'ai pas un mauvais souvenir de ce voyage sans escale, avec le petit intermède de la découverte de la mer Rouge après le passage du canal de Suez. Une croisière sur un transport de troupes, ce n'est pas à comparer avec les villégiatures proposées dans les agences de tourisme. Mais lorsque vous avez une couchette, une bonne nourriture et une vingtaine de jours de farniente, il n'y a pas de quoi s'insurger même si on vous envoie faire la guerre. La langue anglaise a au moins quelque chose de positif, c'est qu'elle permet d'ouvrir presque toutes les portes de la compréhension entre les gens qui, dans leur pays, ne parlent pas la même langue que la nôtre. Tout cela pour dire que je m'étais lié d'amitié avec Karl, l'officier en second du navire, car mon vocabulaire norvégien n'était pas au point. Les sujets de conversation entre gens de la mer et ceux de l'air se rejoignent souvent dans la technique et ses difficultés. Je lui parlais de la similitude qu'il y a dans la navigation d'un bateau et celui d'un avion, l'importance des conditions météorologiques, la vitesse du vecteur, l'obligation de résultat car il y a la sécurité de la route qui doit quelquefois éviter les écueils du relief. Je lui parlais aussi de tous les systèmes possibles à la disposition de l'aéronautique. Savez-vous trouver votre position avec les étoiles ? Me dit-il, il fut surpris par ma réponse affirmative, et probablement pour me mettre au défi, il me proposa de faire le point le soir même. Ce que j'acceptais sans réfléchir. D'accord pour 23 heures locales sur la dunette, il y aura le commandant et tout le staff qui veut voir ça. J'ai passé le temps qui me reste à me remémorer la procédure et l'enchaînement des calculs, afin de ne pas faire trop pâle figure. 15 minutes avant l'heure, j'ai rejoint le poste de commandement, et je fus surpris de constater que j'avais fait salle comble, car mon ami et 4 officiers du bord étaient là autour de leur pacha.
Sur une table il y avait un sextant, qui m'a semblé sortir d'un musée et en cherchant ses origines on découvrirait probablement qu'il a appartenu à Christophe Colomb. Je n'ai pas extériorisé ma surprise, car si cet appareil avait permis de découvrir l'Amérique, je devrais pouvoir également trouver quelque chose de concret. Il y avait du papier, un crayon, mais surtout le document des tables de hauteur, les cartes Mercator et une belle règle graduée. La panoplie était suffisante. Après un rapide bavardage d'usage pour les présentations, le commandant nous a proposé de sortir à l'air libre pour admirer la pureté du ciel et commencer l'opération. Il manquait toutefois quelque chose de primordial, et je suis intervenu. Il m'est nécessaire d'avoir l'heure GMT, exacte à la seconde près. L'ordre est vite passé. Le radio s'est mis à l'œuvre pour constater que la pendule du bord n'avait aucun écart avec la réalité du temporel sur notre planète. J'ai mis mon chrono au diapason et nous sommes sortis. Il faisait bon, un peu chaud mais la brise engendrée par la vitesse du navire rendait la sensation agréable. Mon esprit s'est furtivement échappé pour me ramener quelques instants sur notre terre de France, à une dizaine de fuseaux horaires de notre position. Il devait faire beau sur ces plages des Landes, et les gens couraient sur ce sable fin pour plonger dans l'écume blanche si tonifiante de l'océan. J'avais le sextant en main, je désignais 3 étoiles séparées de 120 degrés environ. Des étoiles bien visibles et bien connues. J'avais chargé Karl de noter les hauteurs que j'allais trouver pour chacune des étoiles, ainsi que l'heure exacte de la visée. Ce travail terminé, nous sommes rentrés et avec les tables de hauteur je me suis mis à plancher. Une dizaine de minutes plus tard, l'intersection de ces 3 droites nous donna la position exacte du navire dans le détroit de Malacca. Il n'y a pas de quoi pavoiser, ni croire qu'on vient de réaliser un exploit dans ce genre de manipulation. Cependant j'éprouvais une certaine satisfaction de voir la mine surprise de ce bel aréopage, qui pensait probablement que je n'arriverais pas au bout de ce que j'avais entrepris. Le pacha tira une grosse bouffée sur sa pipe, et au travers de quelques volutes blanches il m'avoua sa surprise et probablement dans un esprit de plaisanterie il me dit « Venez avec nous dans notre marine, je vous assure une place. » Que répondre à cela, sinon par une boutade? Je ne suis pas contre Captain, je vais prendre votre adresse, mais pour l'instant j'ai une guerre à faire et nous verrons dans 2 ans. Tout le monde a bien ri et la bière a coulé. Aussi le lendemain j'avais mal aux cheveux. Je fus désigné persona grata par le pacha et accueilli à sa table. Au cours des discussions le pacha me dit « Je suis surpris que vous, aviateur, connaissiez les étoiles aussi bien que nous. Mais capitaine, le ciel est notre domaine et la nuit, il n'y a rien à voir sur le sol, alors nous levons les yeux. Notre horizon devient Sirius, Betelgeuse et bien d'autres. Décidément, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. À qui vous le dites? Saint-Exupéry a bien dit que la terre nous en apprend bien plus long sur nous que tous les livres parce que... Je n'avais pas fini que le pacha d'un air triomphal nous dit. Elle nous résiste. Ne soyez pas surpris mon ami. Vous citez un auteur qui a bercé ma jeunesse. Voilà une excellente chose qui nous rapproche et je lève mon verre à tous ces braves soldats de France que nous amenons vers des combats qu'ils ne soupçonnent pas. Ma foi, la croisière était belle ainsi, mais je souhaitais retrouver mes amis de voyage et reprendre nos conversations sur ce qui nous attendait dans cette contrée indochinoise. J'appréciais la compagnie de Pierre qui rejoignait l'Indochine pour son 2e séjour. Il en avait des choses intéressantes à nous dire ce capitaine. Nous aimions l'écouter. Jeune lieutenant, j'ai eu cette formidable chance en 1945 d'être dirigé sur l'Indochine dans l'état-major du général. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.